Une collaboration Histoire épique et History March. En mai 1809, les Autrichiens avaient vaincu l'armée de Napoléon lors de la sanglante bataille d'Aspern. Ses ennemis prirent courage. Après des années de domination militaire française, il semblait enfin que le vent avait tourné. 3 semaines plus tard, le pape Pie VII excommunia Napoléon pour avoir annexé des terres pontificales. Un autre coup de propagande pour ses ennemis. Mais au lendemain de sa victoire, l'Autriche hésitait, ne sachant pas si elle devait rechercher la paix ou continuer la guerre. Alors que Napoléon répondait avec un ouragan d'activité, il appela des renforts pour le rejoindre à Vienne. L'armée d'Italie, commandée par son beau-fils Eugène de Beauharnais, et le 11e corps du maréchal Marmont, qui avaient ensemble chassé l'armée autrichienne de l'archiduc Jean du nord de l'Italie, ainsi que le 9e corps saxon du maréchal Bernadotte. L'armée de Napoléon passa de 90 000 hommes à 164 000 hommes et 544 canons. Ceci afin d'affronter l'armée de Charles, composée de 120 000 hommes et de 414 canons. 6 semaines après sa première défaite, Napoléon ordonna à son armée de traverser de nouveau le fleuve. Cette fois, ses ingénieurs avaient construit des ponts solides sur le Danube pour éviter que ne se reproduise le désastre d'Aspern. Pour l'armée française, déclara Napoléon, le Danube n'existe plus. Le décor était planté pour la plus grande bataille de l'histoire européenne. Le soir du 4 juillet, sous une pluie battante, les Français commencèrent à traverser depuis l'île de Lebau, non pas vers les villages dévastés d'Aspern et d'Essling, mais vers l'est en direction de Groß-Enzersdorf, qui fut bientôt incendié par les obus français. L'archiduc Charles n'avait posté qu'une petite avant-garde pour retarder les Français. À l'aube, le 4e corps de Masséna et le 2e corps d'Oudinot repoussèrent ses troupes, gagnant de l'espace pour que l'armée française puisse se déployer. À 13h, Napoléon était prêt à commencer sa marche sur 10 km de champs de maïs plats, en direction de la position principale autrichienne. Un plateau, connu sous le nom de Wagram, à 100 mètres derrière le ruisseau Rousbach. Tandis que la cavalerie légère du général Lassalle et le 4e corps de Masséna se dirigent vers la gauche pour protéger le flanc, le 2e corps d'Oudinot et le 3e corps de Davout avançaient sur Wagram. Le corps saxon de Bernadotte et l'armée d'Italie d'Eugène occupaient le centre. À 18h, incertain de la force de l'ennemi, Napoléon ordonna un assaut à grande échelle contre le plateau de Wagram. Mais ses troupes rencontrèrent une résistance autrichienne déterminée le long de la ligne. À la tombée de la nuit, le 9e corps saxon avait pénétré dans le village de Deutsche Wagram. L'infanterie saxonne portait des uniformes blancs, comme les Autrichiens. Et à la tombée de la nuit, elle fut prise pour l'ennemi et essuya le feu des unités amies. Les Saxons paniquèrent et s'enfuirent avec de lourdes pertes. La tentative de percée rapide de Napoléon avait échoué. Cette nuit-là, les deux armées dormirent à la belle étoile, tandis que Charles et Napoléon préparaient leurs prochaines actions. Le 2e jour, Napoléon prévoyait que le 3e corps de Davout mènerait l'attaque, en enroulant le flanc autrichien, tandis que ses autres corps immobiliseraient l'ennemi par des attaques locales. Mais à la grande fureur de l'empereur, il apprit que dans la nuit, sans ordre, le maréchal Bernadotte avait retiré ses Saxons battus d'Aderklaa, que les Autrichiens occupaient désormais. Aderklaa était un point fort crucial au centre du champ de bataille. Napoléon donna l'ordre de le reprendre immédiatement, mais l'attaque française et saxonne échoua, entraînant de lourdes pertes. Les Autrichiens avaient leurs propres problèmes. L'archiduc Charles
sachant qu'il faisait face à un ennemi supérieur, avait décidé que sa seule chance de victoire résidait dans une attaque générale à l'aube. Il comptait sur son frère, l'archiduc Jean, pour le rejoindre avec 13 000 hommes en renfort, à temps pour soutenir l'attaque sur la gauche. Mais à l'aube, il n'y avait toujours aucun signe de lui. De plus, alors que le 4e corps lançait son assaut sur Grosshaufen, à l'heure prévue, le 3e corps, qui avait reçu ses ordres en retard, était encore en train de se mettre en position, retenant toute l'aile droite autrichienne. Charles dut dire au 4e corps d'abandonner son attaque sans soutien, jusqu'à ce que les autres corps soient prêts. Les Autrichiens étant paralysés par les retards, Davout lança son attaque à 10h du matin. Une bataille d'infanterie féroce éclata dans le village de Markgrafneusiedl, tandis que dans les champs, les dragons et les hussards se livraient une bataille de cavalerie géante et tourbillonnante, chaque camp essayant de déborder l'autre. Le corps de Davout prit le village, mais ne put empêcher les Autrichiens de se retirer vers une nouvelle position solide sur l'escarpement de Wagram. Entre-temps, une menace sérieuse s'était développée sur le flanc gauche et l'arrière de Napoléon. Le 6e corps de Klinau avait repoussé les Français en infériorité numérique, certaines unités avançant jusqu'à Essling, dangereusement proches des points de passage fluviaux vitaux pour Napoléon. Napoléon avait un besoin urgent de renforcer son flanc gauche, mais il était également déterminé à conserver ses réserves pour une attaque décisive. Il ordonna donc au 4e corps de Masséna de traverser le champ de bataille et de renforcer la gauche. Un redéploiement aussi massif, juste devant l'ennemi, était très risqué. Le maréchal Bessières reçut donc l'ordre de mener une attaque de cavalerie directement contre le centre ennemi. Les pertes furent élevées. Même le maréchal Bessières eut son cheval tué sous lui, au grand désarroi de ses hommes. Mais l'ennemi fut retenu sur place, tandis que le 4e corps achevait son redéploiement et forçait le corps de Klinau à se replier. Napoléon rassembla alors une grande batterie de plus de 80 canons au centre du champ de bataille. C'était l'une des tactiques de prédilection de Napoléon, une concentration d'artillerie pour détruire la ligne ennemie et ouvrir la voie à une attaque française décisive. La grande batterie tira environ 15 000 coups, incendiant les champs de maïs. Vers 13h, Napoléon ordonna une attaque générale, alors que Davout continuait à attaquer le flanc ennemi. Le 4e corps avancerait sur la gauche, le 2e corps sur la droite. Au centre, le maréchal MacDonald mènerait 8000 hommes de l'armée d'Italie, formés en un gigantesque carré à 3 côtés, pour sécuriser ses flancs. Mais malgré la terrible canonnade française, le 3e corps autrichien et les grenadiers de réserve répondirent à l'avancée française par un feu torrentiel. Le gigantesque carré de MacDonald fut mis en pièces, ses hommes fauchés en masse par les tirs de canon, et l'attaque fut interrompue. Mais l'armée autrichienne, battue par les attaques françaises incessantes, était près de rompre. Toutes les parties de la ligne étaient sous la pression des Français. L'archiduc Charles, déterminé avant tout à garder son armée intacte, ordonna la retraite. La retraite autrichienne fut disciplinée et bien exécutée. Napoléon remporta sa victoire. Mais son armée était si brisée par la fatigue et les lourdes pertes qu'elle fut incapable de lancer une poursuite efficace. La bataille de Wagram fut un combat brutal, la plus grande et la plus sanglante bataille jamais vue dans l'histoire européenne. La victoire française eut un coup sans précédent. On estime à 37 500 le nombre de victimes, contre 41 500 Autrichiens. 4 jours plus tard, les troupes françaises rattrapèrent les Autrichiens en retraite à Znheim.
Alors que les combats s'intensifiaient, Charles savait qu'il ne pourrait pas résister une deuxième fois aux Français et demanda un cessez-le-feu. Mais il n'avait pas consulté son frère aîné, l'empereur François, qui était furieux lorsqu'il apprit la nouvelle, notamment parce que le soutien britannique tant attendu était enfin en route. 3 semaines après la bataille de Znheim, la plus grande force amphibie jamais assemblée par la Grande-Bretagne, 35 navires de ligne et 39 000 soldats débarquèrent sur l'île de Walcheren, sur l'estuaire de l'Escaut. Son objectif était de détruire les navires et les approvisionnements navals français. Mais après le succès du bombardement et la prise de Vlissingen, les commandants britanniques laissèrent échapper l'initiative. Leurs forces furent bloquées par les troupes françaises sur la côte marécageuse des Pays-Bas, où elles furent décimées par la fièvre et la dysenterie. Environ 4000 hommes moururent. Beaucoup d'autres devinrent invalides à vie. Les survivants furent évacués vers l'Angleterre en décembre. L'empereur François, informé de la débâcle britannique et persuadé par ses généraux que l'Autriche ne pouvait plus se battre, fit la paix avec Napoléon. En octobre, l'Autriche signa le traité de Schönbrunn, cédant des territoires à l'Empire français, à la Bavière, à la Saxe, au duché de Varsovie et à la Russie. Au total, l'Empire autrichien fut dépouillé de 3,5 millions de sujets, contraint de payer une indemnité, de limiter son armée à 150 000 hommes et de rejoindre le système continental de Napoléon, ce qui signifiait mettre fin à tout commerce avec les navires et les marchands britanniques. L'archiduc Charles, quant à lui, l'un des adversaires les plus aguerris de Napoléon, s'était tellement brouillé avec son frère, l'empereur François, qu'il n'eut plus jamais de commandement actif. Napoléon avait remporté une nouvelle victoire écrasante, mais des signes inquiétants se présentaient pour l'empereur français. Ses ennemis apprenaient de ses tactiques, tandis qu'il allait devoir de plus en plus compter sur des jeunes conscrits pour combler les vides laissés par les vétérans tués ou blessés en campagne. Peu de gens auraient pu le deviner en 1809, mais Napoléon venait de mener sa dernière campagne victorieuse. Merci à History March pour avoir créé la carte de bataille de cette vidéo, ainsi qu'à tous nos supporters Patreon, dont la générosité a rendu cette vidéo possible.